Bonjour, ici Paul Touret, éditeur en contenu pour Moving On et Les Minutes. Je suis en présence de Xavier Titelman, ancien aviateur militaire et consultant en aéronautique pour CGI France. C'est ça. Bonjour. Bienvenue à Moving On. Bonjour. Merci beaucoup. Excellent. Alors, quand on parle aviation, tout le monde adore prendre l'avion, visiter de nouveaux pays, partir en vacances. Et je pense qu'aussi, il y en a certains qui aiment beaucoup pointer du doigt en termes de pollution. Alors, il y a une première chose, c'est qu'on ne peut pas négliger le poids de l'aviation. L'aviation, c'est à peu près 2% des émissions de CO2 dans le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est moins que YouTube, Netflix et Facebook réunis, par exemple. Donc on a toujours l'impression comme ça qu'on a une dimension incoupable, alors qu'en réalité, l'aviation est le secteur qui fait peut-être le plus d'efforts aujourd'hui, avec déjà, on a quasiment divisé par 5 la consommation nécessaire pour transporter une personne depuis une cinquantaine d'années. Et il y a des objectifs qui sont très ambitieux. Par exemple, malgré la croissance qui est importante du trafic, avec un doublement tous les 15 ans, il y a un objectif de ne pas émettre 1 gramme de CO2 de plus à partir de 2020. Il y a un objectif de diviser par 2 la consommation de carburant et les émissions de CO2 à objectif 2050. Donc il y a des engagements très forts dans l'industrie. C'est la seule qui a pris ces engagements-là. Et c'est toujours un petit peu difficile de voir que finalement c'est celui en plus sur lequel on tape le plus dans les médias. Oui, je pense qu'on regarde l'avion, on voit le réacteur, on sait qu'il y a du carburant qui fait propulser cet engin et qu'on voit les lignes dans le ciel. Oui. Et on arrête la pensée ou la réflexion là et on ne se demande pas, bon en fait le problème, on pourrait dire c'est pas vraiment l'aviation, c'est le CO2. Alors, pointer du doigt, en plus aujourd'hui il y a des gens qui disent qu'il faut arrêter de voler. Non, il ne faut pas arrêter de voler, il faut arrêter d'émettre du CO2. C'est deux choses différentes. Absolument. Je reprends l'exemple d'Internet. Il faut imaginer en termes de consommation, quand on est 1 heure sur Netflix, c'est l'équivalent en consommation électrique de 150 heures de sèche-cheveux. C'est très important. Et évidemment, en plus, l'électricité qui est utilisée pour les grands acteurs du net, c'est celle qui est produite avec du charbon. Voilà. Donc c'est encore une fois les émissions très importantes parce qu'en plus, Internet a une croissance des émissions de CO2 de 9% par an. Très important. Alors que l'aviation, malgré sa croissance, reste flat. Voilà. Évidemment, l'aviation, ça se voit. C'est des consommations qui sont importantes. Oui. Mais déjà aujourd'hui, un Français moyen, je pense que c'est pareil dans tous les pays, consomme plus par sa consommation, son utilisation d'Internet que quand il prend l'avion. Bon, alors c'est bon de peu remettre les pendules à l'heure, si on veut. Voilà. Un ordre d'idée, un dernier petit point, si on veut comparer les industries. Si on parle de consommation en litres au 100 km, c'est comme ça qu'on calcule en France. Je sais qu'ici, c'est des miles par gallon, etc. Bah, c'est métrique ici aussi. Métrique aussi, va très bien. Un avion qui décolle de France aujourd'hui, d'Europe, la moyenne, on est à 3,3 litres au 100 km par passager. Alors qu'en général, en voiture, on a difficilement moins de 7 ou 8 litres. Donc il faut être vraiment 3 dans une voiture pour que ce soit plus écologique que d'avoir pris l'avion. Donc il faut avoir vraiment à l'esprit tout cet environnement, l'ensemble des différents facteurs. Est-ce qu'on va utiliser la clim? Est-ce qu'en plus, il y aura éventuellement des embouteillages? Ce qu'on ne pense pas également, c'est que parfois en voiture, on ne prend pas une ligne droite. Donc on réfléchit, quand on regarde la trajectoire, c'est pas exactement la même, alors que l'avion, lui, il est vraiment beaucoup plus optimisé. Voilà, on a vraiment, je pense qu'il faut faire connaître une réalité. L'aviation fait des efforts, et taper uniquement sur l'aviation et pas réfléchir à la globalité avec nos consommations de tous les jours, de se faire livrer des cartons à moitié vides. Les cartons vides, parce que ce qui sort des usines de Chine, 80% c'est de l'air et 20% c'est l'iPad. Si on arrêtait d'avoir du vide dans les cartons, c'est 600 millions de tonnes de CO2 économisées. L'aviation, c'est 1 milliard de tonnes par an. Voilà. Donc juste le vide dans les cartons, c'est 600 millions de tonnes. Donc il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire dans beaucoup de domaines différents. Bon, en effet. Alors, on voit que si on a une perspective un peu plus globale ou holistique des émissions de CO2, on peut un peu voir plus clairement. Évidemment, je pense que pour continuer à minimiser les contributions de CO2 en aviation, une approche holistique, ce serait aussi la façon de faire. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, on ne peut pas se contenter de dire on va améliorer le moteur. Mais il y a des choses à faire. Il y a de la technologie. Et alors là, on a des constructeurs qui sont extraordinaires, on a des fabricants de moteurs qui font des efforts et qui s'améliorent tous les ans. On a également une vision sur les opérations. Comment est-ce qu'on peut améliorer les opérations par les big data, par exemple? Il y a des révolutions qui sont en train d'arriver parce que maintenant, un avion qui vole, il va générer jusqu'à 500 gigaoctets de données par heure de vol. Donc c'est colossal. Sauf qu'en analysant tout ça,
parce qu'il y a 2 degrés de plus que d'habitude de température. Si on rentre les volets de l'avion 4 secondes plus tard, on va économiser 2 kg de carburant à tel et tel moment. Et on arrive comme ça, on a un champion qui s'appelle Transavia, c'est une compagnie aérienne française, qui s'est lancée dans les big data en 2015, qui arrive à sauver 120 kg de carburant par vol, juste en faisant de l'exploitation de ces big data, de ces méga données. Donc on ne parle pas d'une révolution au niveau technique de l'appareil lui-même. Aucun changement faisable. Et pareil, quand je parle encore une fois des opérations, les avions en fait ne font pas de vol en ligne droite. C'est dommage, parce qu'en fait évidemment ce serait beaucoup plus rapide. Ils passent à la verticale de certains aéroports parce que l'infrastructure a été créée comme ça. Si on pouvait faire des lignes droites, dès demain, ce serait 10% d'émissions de CO2 en moins dans l'aviation mondiale. Donc il y a évidemment beaucoup de choses à faire du point de vue de l'aviation, mais il y a également beaucoup de choses à faire pour les infrastructures. Et je donnerai un dernier exemple, c'est le fuel alternatif. Si on était capable de récupérer toute l'huile de friture, on est capable de faire du carburant avec ça. Absolument, oui. Mais à 100%. Et donc dès demain, on pourrait faire des vols qui sont 100% faits avec des déchets alimentaires. Et le problème, c'est qu'on ne le récolte pas. Et donc il y a toute une infrastructure à mettre en place au niveau du sol et au niveau des États qui pourraient faire avancer le trafic aérien et la récolte des poubelles au sol de manière plus efficace. Donc il y a une opportunité pour un nouveau business model qui a simplement besoin d'être mis en action. Il faut le mettre en avant. La ressource est déjà là et on la gaspille présentement. Complètement. C'est exactement ça le modèle. Aujourd'hui, on n'utilise pas tout ça qui est un gisement de ressources très important, mais le jus de poubelle, si on a envie de l'appeler comme ça, demain c'est le fuel de l'aviation et il faut réellement qu'on arrive à obtenir toutes ces évolutions, mais ça viendra d'une volonté forte des politiques. Et aujourd'hui, ils sont plus en train de taper sur l'aviation en disant « faut arrêter de voler » plutôt que de trouver des solutions parce qu'objectivement, l'aviation produit tellement de richesses, produit tellement d'emplois qu'on ne pourra pas s'en passer si facilement. Et si demain on interdit des lignes aériennes, il va falloir construire des trains et les trains, la construction de la ligne pollue plus que d'avoir laissé l'aviation qui continue à faire ses efforts économiques. C'est ça, on parle beaucoup de CO2 et on parle peut-être pas assez de par exemple la production du ciment qui émet beaucoup de CO2 en plus. Il y a des chiffres très intéressants. Je prends un exemple français encore une fois. Le Paris-Bordeaux, la création de la ligne Paris-Bordeaux, c'était 1 million de tonnes de CO2 qui a été émise pour générer cette ligne-là. Et le trafic aérien n'a baissé que de 17%. Parce qu'on ne s'adresse pas au même public. Les gens qui font Bordeaux-Paris, en général, ils font une escale à Paris pour aller à Montréal, pour venir ici. Et se dire on va interdire les vols intérieurs dans certains pays parce qu'il y a du train qui fait 2 heures à la place de l'avion, en réalité c'est une fausse bonne idée. Et croire que parce qu'on produit des infrastructures terrestres, on va réduire les émissions de CO2 globales, c'est une erreur. Et là, on a justement un cas d'école en France. En effet. On peut, dans le transport terrestre, imaginer qu'une personne va substituer un mode de transport terrestre pour un autre, mais de toujours penser qu'on va les garder au sol, c'est peut-être une fausse équivalence. Clairement. Et se dire, je vais remplacer mon trajet à Nice par le faire en voiture à la place de faire en avion, vous allez augmenter les consommations de CO2. Oui, en effet. Parce qu'en fait, c'est un transport de masse. Quand on parle d'aviation civile, c'est des grands porteurs, c'est des centaines de personnes par véhicule, ce qui n'est pas le cas pour les voitures individuelles. Complètement. Je pense que souvent, on oublie le fait qu'il y a quand même un composant important terrestre au niveau de l'aéroport et de la gestion de ce qui se fait à l'aéroport. Il y a des efforts qui se font dans ce milieu aussi. Alors déjà, quand on parle de CO2 dans l'aviation, quand on parle de ce milliard de tonnes de CO2 par an, on inclut tout. On inclut évidemment les avions qui volent, mais on inclut également les émissions des infrastructures, de l'aéroport, les camions qui doivent pousser les avions au sol, qui marchent au diesel pour l'instant. Voilà, on est en train d'électrifier tout ça. Et bientôt, on aura même des roues électriques dans les avions qui pourront faire le taxi automatique au sol, plutôt que d'avoir à utiliser les moteurs. Et les moteurs d'avion sont très très peu efficaces au sol. Évidemment. Donc là, à chaque fois, on parle de centaines de kilos de CO2 en moins pour chaque vol. On a 120 000 vols par jour. Donc si chacun de ces 120 000 vols par jour, on arrivait à faire du taxi électrique au sol, on économise des tonnes et des milliards de tonnes de CO2 par an. J'ai un exemple qui est assez rigolo en optimisation des opérations pour des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Il y a une compagnie, United Airlines, qui a utilisé du papier qui était un petit peu plus fin pour ses magazines. Voilà. Ça a économisé 48 grammes par magazine. Sur une année, juste le fait d'être plus léger de 48 grammes, c'était 650 000 litres de carburant qui ont été économisés sur l'année. Parce qu'à chaque fois qu'on est plus lourd, en réalité, on va consommer plus de carburant. Alors là, peut-être une chose à faire, allez aux toilettes avant de prendre votre vol. Si chaque passager était plus léger de 100 grammes, ce serait réellement des centaines de milliers de tonnes de carburant qu'on pourrait économiser. Bon, là, on regarde un peu le comportement du passager, donc l'utilisateur. Oui. Si on regarde les chiffres, c'est clair.
mais ensuite d'aborder le sujet, de faire en sorte que les gens pèsent le moins possible ou qu'on ait le poids précis des passagers et de leur bagage, ça nous fait des économies importantes. Reste à savoir comment aborder le sujet au niveau du marketing pour l'aviation. Alors là, c'est une problématique. Alors je suis content que vous abordiez ce sujet parce que c'est un projet que je porte, et notamment en innovation chez CGI. Le but, alors aujourd'hui, on utilise des standards. Oui. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le poids des passagers, donc on utilise des chiffres qui sont exagérés. Par exemple, on estime qu'un enfant, c'est un adulte, et un adulte, à partir de 12 ans, ça pèse 91 kg. Donc dès qu'il y a un enfant dans un avion, on dit lui c'est 91 kg. Évidemment, c'est largement surévalué. Sauf que le pilote, quand il fait ses calculs, il regarde le nombre d'hommes, le nombre de femmes et le nombre d'enfants. Et donc il prend un devis de masse qui est très au-delà de la réalité. Au lieu d'avoir 20 tonnes de passagers réels, peut-être qu'il va considérer qu'il a 22 tonnes de passagers théoriques. Voilà. Ces 2 tonnes de passagers en plus, qui sont même pas là, lui il va prendre 1 tonne de fuel pour transporter ces gens qui ne sont pas là, ce poids qui n'existe pas. Et cette tonne de fuel, là, elle va émettre 1 tonne de CO2 sur un vol transatlantique, par exemple. Donc le fait d'avoir une meilleure connaissance du poids de l'avion, le poids des passagers, voilà. Mais le poids global, c'est pas individuel, on ne va pas vous peser vous, on va peser l'ensemble des gens qui sont dans l'avion, permet de réduire les émissions de CO2. Ça, c'est un projet, alors si les gens veulent voter, ça s'appelle FlexiFlight, il y a une innovation en ce moment sur ce sujet-là. Tous les votes sont bienvenus, évidemment. Donc il y a beaucoup de choses à faire, on évolue, on avance chaque jour, et ce n'est pas des choses qui nécessitent des modifications qui coûtent des milliards, c'est réellement simple à mettre en œuvre. Si demain vous voulez polluer moins, évitez de faire des escales. Vous faites un vol direct, vous polluez moins. Si vous pouvez éviter de transporter des choses qui sont lourdes, le kilo de tomates, peut-être qu'il est sympa de l'acheter là-bas, peut-être qu'il coûte moins cher, mais en réalité, quand vous regardez le poids de votre kilo de tomates ou de fraises que vous avez acheté à l'autre bout du monde, c'est des choses qui sont très très lourdes. Il y a beaucoup de gens maintenant, des compagnies, et par exemple Movinon, compensent ces émissions de CO2. Tous les gens qui sont venus ici, on a été planter des forêts qui avaient été défrichées à certains endroits. Aujourd'hui, il y a des compensations de carbone, c'est relativement simple à mettre en œuvre, et il y a beaucoup de grands forums comme celui-ci qui sont écologiques et qui permettent de mettre en place ces telles procédures. Voilà, parce que ça a quand même une certaine valeur d'apporter ces acteurs ensemble en temps et lieu réel pour discuter de ces choses-là. Bien sûr. Je pense au fait qu'il y a un niveau de rigueur et de précision dans tout ce qui est aviation depuis ses débuts, pour des fins de sécurité, pour des fins de coûts évidemment, et en aérospatial en général, qui dépasse largement le niveau qu'on va retrouver sur certaines industries terrestres. Où la marge de sécurité n'est pas aussi vitale. Penses-tu qu'il y a des pratiques de l'aviation qui pourraient être exportées au transport terrestre ou à la mobilité durable terrestre? Bien sûr. Alors là, justement, l'atelier qu'on vient de conduire était justement sur comment transposer, parce que l'aviation est très en avance. Voilà. On a divisé par 5 les émissions pour transporter une personne, alors que la voiture, c'est à peine divisé par 2 sur la même période. Par exemple, l'idée de considérer l'ensemble des avions comme une flotte globale, plutôt que chaque avion individuellement. Quand un avion rentre, par exemple, dans une zone de turbulence, il va devoir s'adapter. Il va devoir, par exemple, changer d'altitude, réduire sa vitesse. S'il le fait au moment où il a des turbulences, il le fait d'une manière assez rapide. S'il l'avait su avec quelques minutes de préavis, peut-être qu'il aurait pu changer d'altitude, réduire sa vitesse de manière un petit peu plus progressive. Et donc, aujourd'hui, si un avion peut, parce qu'il y a des communications satellites, avertir l'avion derrière lui qu'il a des turbulences, l'avion derrière lui va pouvoir s'adapter. Et ce concept de flotte, est-ce qu'aujourd'hui, on a Waze qui nous dit, Google Maps qui nous dit, bientôt on a des embouteillages, on roule quand même à 100 km/h jusqu'à pour arriver à l'embouteillage. Si on pouvait être intelligent ou si notre voiture pouvait nous conseiller de rouler un peu plus lentement, ça ferait également des réductions des émissions de CO2 pour le transport terrestre. Il y a plein de bonnes idées comme ça qu'on peut appliquer au sol. Donc c'est une question d'essayer de regrouper, faire un bouquet de fleurs, si on veut, un bouquet d'idées. Exactement. Pour pouvoir attaquer le problème de toutes les manières possibles. C'est ça. Pour en arriver au résultat le plus rapidement. Et il y a des milliers de bonnes idées qui viennent de tous les... Il faut vraiment s'enrichir les uns des autres et c'est vraiment l'objectif aussi au Movinon. C'est vraiment passionnant. Alors c'est un débat très fructifiant, je pourrais dire. Xavier, je te remercie beaucoup de ton temps ici. Merci beaucoup. À la prochaine édition de Movinon. J'espère, à l'année prochaine. C'est bien. Merci.